D'accord. Alexander, faisons une mise à jour sur ce qui se passe en Ukraine. Beaucoup de chaudrons dans le Donbass. Beaucoup de chaudrons se forment dans le Donbass. Et il semble que Zelensky soit plus concentré sur Kursk et Kharkov et le nord des lignes de front. Nous recevons également des rapports indiquant que l'armée ukrainienne commence à préparer des fortifications à Dnipropetrovsk, dans cette région, en prévision d'une avancée russe vers cette grande ville. Quoi qu'il en soit, quelles sont vos réflexions sur ce qui se passe sur les lignes de front? C'est tout à fait exact. Je pense que ce que nous voyons maintenant, et nous le voyons dans tout le sud-centre du Donbass, et en effet à Zaporizhia et Kherson également, c'est que la résistance ukrainienne s'effondre rapidement. J'ai lu un rapport récemment, je pense que c'était un rapport ukrainien en fait, qui disait que l'un des problèmes fondamentaux que les Ukrainiens ont maintenant est que leur armée, leurs forces dans le centre et le sud du Donbass sont maintenant tellement surmenées qu'elles ne peuvent pas retenir le terrain entre les villes et les cités. Ils ne sont pas en mesure de construire des fortifications dans ces endroits, et cela donne aux Russes des opportunités de manœuvrer en rase campagne. Cela signifie que les Russes sont capables de couper les unités ukrainiennes qui sont obligées de se replier dans les villes pour se défendre, car elles ne sont pas assez fortes pour se défendre en rase campagne. Cela conduit exactement au résultat que vous avez mentionné. Tout un ensemble de différents chaudrons ou encerclements commence à apparaître à divers endroits. Nous avons donc un encerclement majeur qui commence à se développer dans le sud du Donbass, dans une ville importante appelée Kurakovo. Nous en sommes encore à un stade assez précoce, mais cela commence à se manifester. C'est la zone où les Russes ont récemment capturé Vuhledar. Ils avancent de plus en plus près de Kurakovo. Ils sont peut-être à 2 kilomètres de distance à certains endroits. Il y a apparemment un nombre important de troupes ukrainiennes là-bas à Kurakovo. Kurakovo est sur un réservoir d'eau. Donc, les troupes ukrainiennes ne peuvent évidemment pas battre en retraite à travers l'eau. Il n'y a qu'un nombre limité de routes, et un responsable russe a déclaré à l'agence de presse russe TASS que les Russes ont le contrôle du feu, comme ils disent, sur toutes les routes principales. Et nous pouvons voir que les Russes se déplacent rapidement pour essayer de fermer les routes principales, ce qui conduirait, comme je l'ai dit, à un encerclement des troupes ukrainiennes dans cette zone. Puis un peu plus au nord, il y a un autre chaudron ou encerclement qui se développe, et cela se développe très rapidement. Nous sommes probablement à quelques jours de là où cela se passe. C'est autour d'une ville appelée Hirnik ou Gorniak, comme les Russes l'appellent. Il y a un petit groupe de villages autour. Apparemment, plusieurs milliers de troupes ukrainiennes s'y trouvent. Les Russes sont de tous côtés de ce groupe de villages et de cette petite ville. Ils viennent apparemment aujourd'hui de terminer la capture d'un autre village appelé Soukourini, ce qui signifie effectivement que ces troupes ukrainiennes dans cette ville et dans ces villages sont déjà encerclées opérationnellement. Il y a encore des routes par lesquelles elles pourraient se retirer, mais ces routes sont sous le contrôle du feu russe, et les Russes sont situés très très près d'elles. Et puis plus au nord, il y a Selidovo, une ville d'environ 24 000 habitants avant la guerre. Les Russes sont au nord, au sud, à l'est de celle-ci, et apparemment ils se rapprochent encore une fois de contrôler toutes les routes principales et les lignes de chemin de fer vers Selidovo. Il semble qu'il y ait une force significative de troupes ukrainiennes à l'intérieur de Selidovo,
Il semble qu'elles vont également être encerclées assez rapidement. Il y a environ une semaine, un responsable russe nous a également dit que si nous parlons du grand endroit dans cette région, qui est Pokrovsk, les Russes ont de nouveau, comme vous le dites, le contrôle du feu sur les principales routes d'approvisionnement vers Pokrovsk. Ils ont déjà coupé les lignes de chemin de fer. Ils bombardent et pilonnent les routes principales. Il est très difficile pour les approvisionnements d'atteindre Pokrovsk par ces routes. Nous sommes encore à quelques semaines d'une position où nous pourrons parler d'un encerclement des troupes ukrainiennes à Pokrovsk. Mais c'est là, juste en dessous de l'horizon temporel. Et c'est dans le sud du centre du Donbass. Si nous allons plus au nord et plus à l'est, les Russes ont maintenant pris position près d'une ville fortifiée appelée Siversk dans le nord. Ils ont capturé divers villages autour de Siversk. Siversk est en soi une sorte d'enclave. C'est profondément à l'intérieur, vous savez, du territoire contrôlé par les Russes. Il me semble que quelles que soient les troupes ukrainiennes présentes, elles sont également à risque sérieux d'encerclement. Il y a divers chaudrons et petits chaudrons dans la grande ville de Toretsk que les Russes ont progressivement capturés au cours des derniers mois. Et lorsque Toretsk tombera lui-même et que la ville voisine de Chassov Yar tombera également, il y a des rapports selon lesquels les Russes avancent également dans ces endroits. Eh bien, vous pouvez voir, si vous regardez une carte, que, encore une fois, la position des troupes ukrainiennes dans cette partie du Donbass, au sud de Kramatorsk, semble précaire, pour le dire gentiment. Donc, tous ces chaudrons commencent à apparaître. Et j'ai le sentiment que la direction ukrainienne, le haut commandement ukrainien, comprend discrètement que tous ces endroits vont être perdus. Et ce qu'ils font, c'est gagner du temps en continuant à résister dans ces endroits. Même si cela signifie que leurs troupes dans le Donbass sont sacrifiées en grand nombre. Et vous avez tout à fait raison. Il y a des rapports selon lesquels ils sont maintenant occupés à essayer de créer des fortifications à Dnipro, la ville de Dnipro, qui se trouve sur le fleuve Dnipro. Autrement dit, ils envisagent un repli vers le Dniepr dans cette zone, tout en essayant de tenir le coup au nord, dans les régions de Kharkov et de Sumy, et dans la région de Kursk, ce qui, j'ai l'impression, est la priorité absolue de Zelensky. Il sait que si les Russes capturent ces endroits, Sumy, Kharkov, et reprennent Kursk, alors ils sont aux portes de Kiev. Et cela, bien sûr, met en péril l'ensemble de l'État ukrainien. Tant qu'il reste à Kiev, cela le met également en danger. Donc je pense que c'est sa priorité. Je pense qu'ils ont décidé, ils ne le disent pas bien sûr, mais je pense qu'ils ont décidé qu'ils tiendront aussi longtemps qu'ils le pourront dans le Donbass, quel qu'en soit le coût, mais que leur principal objectif maintenant est de défendre le Nord. Oui, c'est le Nord, sur lequel Zelensky a également basé toute sa formule de paix et son sommet pour la paix. Tout le récit pour plus d'argent, plus d'armes et un plan de victoire est basé sur le Nord, sur l'incursion de Kursk. Donc, je veux dire, il doit s'y accrocher s'il veut continuer à diffuser tout ce récit de plan de victoire. Un plan dont il parle depuis quelques mois maintenant, et personne n'a réellement vu de plan de victoire. Ce qui me fait croire qu'il n'y a vraiment pas de plan de victoire. C'est vraiment, comme l'a dit un responsable de l'Ouest collectif, juste une liste de souhaits de choses qu'il veut. Il n'y a pas de véritable plan. Non, non. Je veux dire, son plan ultime est d'amener les États-Unis dans la guerre. Nous en avons discuté de nombreuses fois. Et chose intéressante, les médias traditionnels commencent essentiellement à le dire autant. Je veux dire, ils commencent progressivement à reconnaître que c'est le seul moyen pour Zelensky de changer la situation. Maintenant, je pense que vous avez tout à fait raison. Je pense
qu'il se concentre maintenant sur le maintien dans les régions centrales et méridionales, en fortifiant les positions le long du Dniepr et en se concentrant sur le nord. Transférez vos meilleures troupes et les fournitures que vous avez là-bas. Parlez d'un plan de victoire en lien avec vos positions dans le nord. Essayez de maintenir les positions à Kursk, ce qui est, soit dit en passant, très dangereux. Les troupes ukrainiennes dans la région de Kursk semblent également être sur le point de se retrouver dans un chaudron. Mais c'est son plan. Je pense que c'est un très mauvais plan en effet. Je veux dire, encore une fois, ce n'est pas mon domaine d'expertise. Mais juste pour dire, vous savez, abandonner le Donbass, abandonner tout l'est de l'Ukraine au sud de Kharkov, abandonner des dizaines de milliers d'hommes de votre armée dans ces endroits, ce que cela va faire, c'est laisser l'Ukraine dévastée, brisée. Et je ne pense pas qu'une Ukraine affaiblie de cette manière sera finalement capable de défendre ses positions le long du Dniepr ou dans le nord. Mais dans la mesure où Zelensky a réellement un plan, cela semble être celui qu'il a. Oui, je me demande ce qui se passera après l'élection. Je veux dire, nous sommes à un mois des élections américaines, moins d'un mois. Aux États-Unis, Zelensky était censé. Les rumeurs à Kiev disaient que Zelensky allait licencier Budanov et Umerov, le ministre de la Défense. La nouvelle clé là-bas est qu'il allait licencier Budanov. Umerov, qui se soucie de ce type. Il était un ministre de la Défense intérimaire après que Reznikov ait été licencié pour corruption ou pour une autre raison. Mais l'essentiel était que Budanov, le gars du renseignement, l'un des principaux acteurs du projet Ukraine, allait être limogé par Zelensky. La nouvelle est que cela a été reporté jusqu'après l'élection américaine. Et cela me conduit à croire que Zelensky attend de voir ce qui va se passer après les élections américaines. Tenir le Donbass. Laissez-moi continuer à faire monter la pression sur l'incursion de Kursk pendant un autre mois et voyons ce qui se passe après les élections. Du côté américain, les Sullivan, les Blinken et tous ces gars-là pourront dire « D'accord, nous avons fait notre travail. Nous avons fait passer l'Ukraine au-delà du cap des élections, de la ligne d'arrivée des élections. Maintenant, c'est à la nouvelle administration de jouer. Et Zelensky attend de voir, est-ce que ce sera Harris ou Trump? Harris, il n'y aura pas beaucoup de changements. Si quelque chose, cela pourrait même être pire pour Zelensky, parce qu'elle n'est manifestement pas intéressée par l'Ukraine, mais elle fera tout ce qu'on lui dira de faire. Trump est l'élément d'incertitude. Trump ne semble pas beaucoup apprécier Zelensky. Du moins, c'est l'impression que j'ai eue lors de leur dernière rencontre. Mais Trump a dit qu'il mettrait fin au conflit en Ukraine. Je me demande si Zelensky pense, d'une manière étrange et tordue, qu'il s'agit peut-être d'une initiative de la présidence Trump. Cela mettrait la pression sur Poutine, et peut-être qu'il aurait une meilleure chance d'amener les États-Unis en Ukraine avec Trump. Je ne pense pas que c'est ce qui va se passer. Je pense que Trump va faire exactement le contraire. Mais je me demande si Zelensky pense, vous savez, si je peux opposer Trump à Poutine, alors peut-être que c'est ma façon de tirer mon épingle du jeu et de sortir de ce pétrin. Je ne sais pas vos pensées. Je ne fais que spéculer un peu. Eh bien, le grand problème avec les spéculations sur ce que Zelensky pourrait faire, c'est que je pense que nous parlons d'une personne qui voit de plus en plus les signes avant-coureurs. Il comprend que l'Ukraine ne peut pas gagner la guerre, qu'elle est en train d'être vaincue. Je pense que les Ukrainiens l'ont compris. Je pense que Zelensky lui-même l'a compris dès juillet, d'ailleurs. Mais je pense qu'ils comprennent que la guerre est perdue. En même temps, ils ne peuvent pas se résoudre à négocier avec les Russes et à faire des concessions ou à revenir à Istanbul plus, ou à parler avec les Russes, des termes que Poutine a proposés en juin, qui sont essentiellement Istanbul plus,
un retrait complet des Ukrainiens des 4 régions. A withdrawal by the Ukrainians completely from the 4 regions. So he's not able to do that. Il n'est donc pas capable de le faire. Il n'est pas capable de le faire émotionnellement parce qu'il a tellement investi dans la lutte contre les Russes. Et en même temps, il ne peut pas le faire politiquement parce qu'il comprend que s'il le fait politiquement, il attirera sur lui les nationalistes radicaux. Il comprend également qu'il serait complètement discrédité politiquement s'il faisait quelque chose comme ça. Donc, une personne qui se trouve dans ce genre de position, qui doit continuer, même si elle n'a aucune perspective réaliste de renverser la situation, a tendance à s'accrocher à des chimères. Il élabore donc un plan de victoire, essayant de faire lancer des missiles contre les Russes. Il va présenter son plan de victoire lors d'une réunion à Ramstein le 12 octobre d'ailleurs. Cela se prépare dans quelques jours. Il va s'y rendre. Les Américains n'ont pas été impressionnés par le plan de victoire. Le Pentagone semble y être hostile, mais il va essayer de le relancer à nouveau. Donc, il va s'accrocher à son plan de victoire, essayant de persuader les gens de l'accepter. Il pense à nouveau à une conférence de paix. Il accepte que cette fois les Russes doivent être présents, mais ce ne sera que pour discuter de son plan de paix de victoire, qui consiste à ce que les Russes se retirent complètement d'Ukraine. Il espère encore, d'une manière ou d'une autre, persuader les pays du Sud global de venir. Il a contacté Modi en Inde. Il a également essayé avec les Saoudiens. Apparemment, cela n'a pas très bien fonctionné. Modi a été piqué par toute l'expérience. C'est mon propre sentiment. Donc, il essaye de faire cela aussi. Et ce que vous avez dit à propos de lui, espérant, peut-être qu'avec Trump, les choses pourraient changer et s'améliorer pour lui, je peux le croire complètement. Parce que, comme je l'ai dit, une personne qui se trouve dans la situation dans laquelle se trouve Zelensky va de plus en plus s'accrocher à des chimères et va perdre le contact avec la réalité. C'est exactement ce qui se passe. Donc oui, je pense qu'il pourrait se dire, eh bien, vous savez, Trump arrive, il ne m'aime pas beaucoup, il veut mettre fin à la guerre, mais peut-être que je peux le persuader que s'il me suit et menace les Russes de toutes sortes de manières différentes, alors je peux réaliser par Trump ce que je n'ai pas réussi à réaliser jusqu'à présent, c'est-à-dire attirer les Américains. Which is to draw the Americans in. I think, like you, that he's completely wrong. Je pense, comme vous, qu'il a complètement tort, mais je peux tout à fait croire que c'est ce qu'il a, que c'est ce qu'il pense et que c'est ce qu'il va faire. Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN, et soit dit en passant, le premier ministre israélien, Naftali Bennett, ont maintenant révélé un fait plutôt embarrassant à propos de Zelensky, dont je pense qu'il ne sera pas content. Il vient d'être révélé que dans les premiers jours après le début de l'opération militaire spéciale russe, lorsque l'armée russe était aux portes de Kiev, en fait, à quelques centaines de mètres de son bureau, Zelensky était absolument terrifié. S'est réfugié dans un bunker et l'OTAN a perdu le contact avec lui pendant plusieurs jours. Et il était clairement, je veux dire sans surprise, un homme très effrayé à cette époque. Et il doit se souvenir de tout cela très vivement lui-même. Et il doit être très effrayé de revivre toute cette expérience. Donc, vous pouvez voir comment les personnes qui ont cette expérience, cette émotion derrière elles, cette insécurité à leur sujet, eh bien, vous savez, elles s'accrochent à des chimères. Elles élaborent des plans farfelus. Elles se disent que tout ira bien à la fin, parce qu'elles trouveront un moyen de s'en sortir. Elles ne regardent pas une situation de manière objective et réaliste. Et je ne pense pas que Zelensky le fasse. Oui, mais vous savez, tout cet incident, le premier mois de l'opération militaire spéciale, nous savons maintenant, même d'après les déclarations de Naftali Bennett, l'ancien premier ministre d'Israël,
que la Russie n'avait pas l'intention de nuire à Zelensky. Ce qu'il voulait faire, c'était obtenir Zelensky. En fait, à Istanbul, ils voulaient conclure un accord et nous l'avons obtenu. Ils l'ont obtenu. Tout le monde l'a obtenu. Tout était paraphé. Et il ne restait plus que les signatures de Zelensky. Et puis Boris est arrivé en ville. Et je me demande ce que, donc je veux dire, vous savez, Zelensky est effrayé et apeuré. Il a reçu des assurances de Naftali Bennett, qui a parlé à Poutine, que rien ne lui arriverait. Et à juste titre, il a envoyé une délégation à Istanbul, et ils ont conclu un accord qui aurait effectivement mis fin au conflit. Alors, est-ce que Boris, lorsqu'il s'est envolé pour Kiev, a essentiellement dit à Zelensky « Vous êtes plus en sécurité avec nous qu'avec cet accord ». Je veux dire, était-ce le discours? A-t-il joué sur la peur et les insécurités de Zelensky en lui disant « Regardez, vous n'êtes pas protégé par cet accord. Nous allons vous protéger. Nous allons prendre soin de vous. Il ne vous arrivera rien. Et vous allez aussi être la personne qui a fait tomber la Fédération de Russie. Vous allez être celui qui a fait ce que personne d'autre n'a pu faire, que Napoléon n'a pas pu faire, que personne n'a pu faire, c'est-à-dire démanteler la Russie. Je veux dire, est-ce que c'est ce qui lui a été proposé? Et maintenant, se sent-il comme s'il avait peut-être fait le mauvais choix? Oui, je suis sûr qu'il le ressent. Je suis sûr qu'il ressent qu'il a fait le mauvais choix. Mais je pense qu'en essence, probablement pas en utilisant exactement ces mots, c'est exactement ce que Boris Johnson, et pas seulement Boris d'ailleurs, mais beaucoup d'autres personnes de l'Ouest, disaient à Zelensky à ce moment-là. Ils ont dit, écoutez, vous n'avez absolument rien à craindre si vous restez avec nous, car nous veillerons à ce que vous gagniez. Si vous faites cet accord avec les Russes que vous voulez faire, nous n'allons pas vous donner de garantie de sécurité. Nous n'allons pas donner de garantie de sécurité à l'Ukraine. Vous allez vous retrouver seul et isolé. Vous allez avoir tous ces gens radicaux avec lesquels vous avez déjà des relations difficiles et qui vous ont déjà menacé personnellement. Vous allez devoir vous débrouiller avec eux. Et nous n'allons pas lever le petit doigt pour vous aider, parce que vous savez, nous n'allons pas venir vous soutenir. Alors que si vous restez avec nous, si vous continuez la guerre, nous vous donnerons toutes les armes dont vous avez besoin. Nous vous donnerons tout le soutien dont vous avez besoin. Nous avons déjà imposé des sanctions massives aux Russes. Vous pouvez être confiant. Vous pouvez être sûr. Dans quelques semaines, quelques mois, tout cet empire à l'Est contre lequel vous êtes s'effondrera et vous serez le nouveau Churchill, le nouveau héros qu'il aura provoqué. Et je pense que cela a séduit le sens de la vanité de Zelensky et son sens du mélodrame, si vous voulez. Et cela a également apaisé ses insécurités très réelles. Maintenant, bien sûr, il se retrouve piégé dans une position beaucoup plus difficile. Il se retourne et se comporte, comme je l'ai dit, de cette manière en essayant de s'accrocher à des brins de paille. Et il s'en prend aussi à diverses personnes à Kiev qui sont potentiellement, ou qu'il pense probablement être potentiellement, des risques pour lui. Et l'un d'eux, bien sûr, est Boudanov. Maintenant, la démission ou le renvoi de Boudanov est une affaire très étrange parce que Boudanov a été présenté comme cette figure héroïque à la fois dans les médias occidentaux. Il y a eu des articles et des interviews incroyablement élogieux avec Boudanov et bien sûr en Ukraine même. Et jusqu'à présent, Boudanov a été loyal à Zelensky. Mais soudainement, nous recevons tous ces rapports indiquant que Boudanov est en disgrâce. Il n'est pas clair pourquoi. Je pense personnellement qu'il a été critiqué. Il a été fait bouc émissaire, si vous voulez. Eh bien, je dis bouc émissaire. Il était probablement en partie responsable du fiasco de Koursk. Je soupçonne qu'il a fait beaucoup de la planification et de la réflexion sur le fiasco de Koursk, l'avance vers Koursk, la capture de la centrale électrique,
Toutes ces choses ont sous-estimé la force des Russes là-bas. Donc, c'est quelqu'un à blâmer. En fin de compte, je pense cependant que ce dont Zelensky a peur, c'est que Budanov soit à la tête d'un appareil de forces spéciales très puissant, que Budanov a construit et qui a des liens étroits avec les agences de renseignement américaines et britanniques. Et que Budanov, si les choses commencent à mal tourner, pourrait être un challenger ou une menace potentielle pour Zelensky. Et c'est probablement pourquoi, à ce moment précis, il y a des rumeurs selon lesquelles Zelensky et son chef de cabinet, Yermak, veulent le limoger. Zelensky and his chief of staff, Yermak, want to sack him. They can't sack him at the moment because he's still got American protection. Ils ne peuvent pas le limoger pour le moment parce qu'il bénéficie encore de la protection américaine, ou du moins, c'est ce qu'il semble. Donc ils vont attendre jusqu'à l'élection, comme vous le dites à juste titre, pour voir ce qui se passe. Une fois qu'il sera clair qui va prendre le relais et que la question de l'élection sera réglée, alors peut-être qu'ils avanceront avec cette affaire. J'aurais pensé que limoger Budanov va être une chose compliquée et très difficile à faire. Mais quoi qu'il en soit, vous savez, quelles que soient les explications derrière toutes ces rumeurs sur le limogeage de Budanov, elles ne suggèrent pas une situation stable ou politiquement sécurisée à Kiev. Elles suggèrent un gouvernement, un président, Zelensky, qui sent qu'ils sont en difficulté et risque de perdre le contrôle. Who sense that they're in trouble and at risk of losing control.